Salut et bienvenue à tous pour un petit film un peu spécial. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce que c'est qu'un tiers-lieu. Parce que là, le poulailler derrière, moi, je vais prendre un tiers du bâtiment pour mon atelier, mais il va rester 2 tiers du bâtiment, c'est-à-dire 25 ou 30 mètres, et que je voudrais exploiter sous forme de tiers-lieu. Donc, je suis allé voir mon copain Jean Carinti, qui est à Autrèche, dans l'Oise, pour m'aider à débrouiller et à me mettre un peu au point sur les histoires de tiers-lieux, voir ce que c'est qu'un tiers-lieu, essayer de m'approprier le modèle qu'ils ont à Autrèche, dans l'Oise. Et donc on se retrouve tout de suite directement à l'Ermitage. Il fera plus chaud qu'ici. Bienvenue aujourd'hui à l'Ermitage. C'est un tiers-lieu en Picardie, dans l'Oise, et en fait, je suis venu les voir parce que c'est des vieux copains. Tiens, viens voir Jean, viens voir. Jean Carinti, c'est un vieux copain d'enfance. On a fait les 400 coups ici dans les terres de l'Ermitage parce que nos parents travaillaient ensemble ici, il y a longtemps. Je pense qu'on doit être autour des 40 ans, là. Ouais. Aujourd'hui, parle-nous de l'Ermitage, qu'est-ce que c'est? Parce que à l'époque de nos parents, bah voilà, c'était un centre de développement international, c'était un foyer médical. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Et ben aujourd'hui, en fait, c'est un tiers-lieu. Donc, il y a un peu moins de 5 ans, l'activité dont tu parles, qui d'ailleurs a été l'occasion pour nous de passer quelques années ensemble quand on était enfants, Ouais. qui était l'activité de nos parents, elle s'est arrêtée. Ils avaient fini ce qu'ils avaient à faire ici. Il n'y avait plus besoin de l'hôpital. L'ONG, elle n'avait pas grand-chose à faire ici. Elle est partie plus loin. Dans des bureaux à Paris. Dans des bureaux et puis surtout en Afrique. Ouais. Ils se sont développés vraiment, je crois qu'ils sont maintenant à Nairobi, à Dakar, etc. Parce que c'est une ONG qui travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Mais ils n'avaient plus besoin de garder un centre de formation ici. Donc en 2015, ils ont tout mis en vente. Et moi qui étais à la mairie de Paris à l'époque et qui m'intéressais un peu au sujet des lieux communs et des lieux collectifs, j'ai été un peu questionné sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un lieu comme ça. Et bon, on a eu une idée d'en faire un tiers-lieu. Ça veut dire qu'on a imaginé un modèle économique. Parce que c'est un domaine qui est grand, il y a 30 hectares, il y a beaucoup de bâtiments. Vous avez combien de surface de plancher là? 3000 hectares, 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés de plancher Ouais. à exploiter. Ouais. Ça fait quand même pas mal. Tout à fait. Sachant que c'est des mètres carrés de plancher qui sont tous à réhabiliter parce qu'ils sont dans un modèle précédent, Oui. modèle économique précédent, avec des normes d'ERP précédentes. Ouais. ERP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est établissement recevant du public. Oui. Donc, il y a des normes d'accueil. Et donc, tout ça, il faut le transformer. C'est comme quelqu'un qui aurait une vieille voiture à tuner, en mettre aux normes du XXe siècle. Donc, non seulement il la rétrofite pour faire de l'électrique, Ouais. mais en plus, il faut qu'il la remette au goût du jour. Il n'y a pas que le moteur. Il y a aussi le confort, etc. Donc, c'est un sacré boulot et c'est un parcours, un processus de transformation pour que ça corresponde aux besoins d'aujourd'hui. D'accord. Et alors, aujourd'hui, ici, on a vu les activités sociales d'aujourd'hui. Il y a un trail ce matin, il y aura diverses activités aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça quand même. C'est pas juste un lieu de rencontre sociale. C'est pas qu'un foyer rural, c'est pas qu'un centre social, parce que en soi, ça ne suffirait pas. D'abord, les bâtiments sont beaucoup plus grands que ça. Il y a bien plus de choses à faire. C'est aussi un lieu d'activité économique. Donc, comment on gagne notre vie ici? On a une société de séminaires d'entreprise. Ouais. Parce qu'il y a des anciennes chambres d'hôpital, des anciens chalets. Donc, on est en train de transformer tout ça en un lieu de séminaire assez attractif pour des gens qui viendraient d'un peu partout en France et qui cherchent à comprendre ce que sont les enjeux de la transition écologique, économique, vers des modèles qui soient décarbonés. Donc, Et vous avez combien de chambres là d'accueil? Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 60 lits. D'accord. Demain, on sera à 100 lits. Donc, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures dans le nord de la France qui sont de ce type-là et qui accueillent dans ce type de thématique. On est quasiment les seuls aujourd'hui, ce qui est un avantage intéressant. Et d'ailleurs, on a des partenaires qui nous soutiennent parce que c'est attractif économiquement. Donc, t'as l'hébergement, le catering, en gros. Oui. Et puis, tu as des salles de séminaire, des salles de réunion. Oui, au-dessus, on a une salle de réunion. On va en construire une nouvelle. On a une infra. Et puis, là, sur ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire au-dessus, là où il y a des chalets, on a un espace important pour accueillir des événements et des séminaires. Bon, quand on sera vraiment en vitesse de croisière, parce qu'on a des investissements à réaliser pour réhabiliter, on sera sur à peu près 2 groupes par semaine, de 40-50 personnes. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des entreprises, des petites entreprises. En fait, le tiers-lieu, il commence à émerger concrètement quand tu vas de ces activités en activité progressivement.
pour dire, OK, bah, c'est tous ces gens-là, en fait, ils viennent là ensemble et ils ont un lien. Il y a un lien organique entre eux, il y a un écosystème. C'est des mots qui sont peut-être à la mode, mais notamment nous, la société de maraîchage, la microferme en bas, elle n'a de sens que parce qu'elle est en lien avec une AMAP, donc un circuit court, mais aussi parce qu'elle permet de fournir l'entreprise de séminaire. Oui, d'accord. Et le café qui est ici, qui fait une cantine le midi, les jours de la semaine, moi je mange ici. Si tu veux, j'ai besoin de ma cantine de travail. Moi, et on est une trentaine à manger ici le midi. Donc Charlotte, qui est responsable du café, elle fait à manger, c'est les produits de la ferme. C'est les produits des producteurs du coin. Donc il y a un lien organique entre tout ça. Il y a une recyclerie à l'Ermitage aussi, qui est locataire. Bon, évident qu'on travaille avec eux sur ce qu'ils font. Ils font de la rénovation de meubles, etc. Les chambres, elles sont meublées avec des meubles qui ont été travaillés par la recyclerie. D'accord. Donc, voilà, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est vraiment un écosystème et il y a 11 structures ici. Ok, d'accord. Quelle est l'histoire avec Végétaux, par exemple? Végétaux, c'est une belle histoire parce que en 2017, quand il a fallu lancer le projet, on a eu besoin d'expliciter auprès des habitants concrètement ce que pourrait être l'Ermitage de 2025. On était en 2017. Quand tu lances un projet comme ça, les gens ils peuvent avoir peur, d'autant plus qu'ici c'était un centre international, un centre médical, c'était fermé, donc on ne savait pas forcément ce qui s'y passait, à part les collaborateurs qui y travaillaient. Il y avait quand même quelque chose un peu mystérieux autour de la coopération internationale, tous ces trucs-là. Donc quand en 2016 ils ont fermé, ils ont voulu faire un centre d'aide aux demandeurs d'asile. Alors je veux dire, c'est pas du tout passé auprès de la population, qui a dit non. Donc ils se sont retrouvés avec le site sur les bras et puis aussi une défiance. Donc moi, quand j'ai repris le dossier, j'ai commencé par faire une réunion publique. Et j'ai décidé qu'on faisait une campagne de financement participatif pour impliquer les gens, parce qu'on avait besoin d'1 an de fonds propres pour lancer l'activité. Donc j'ai dit, écoute, plutôt qu'aller chercher de l'argent discrètement, on ne sait pas trop d'où vient l'argent, on a fait une campagne de financement participatif. Puis on a fait une grande journée porte ouverte en mai 2017. Donc c'était pour dire, voilà, vous êtes chez vous, quoi. C'est pas fermé, il n'y a pas de coup fourré. Et là, Végétaux était dans nos réseaux, parce que je les connaissais de personnes, d'amis communs. Je leur ai dit, venez exposer ce que vous faites, parce que peut-être ce sera une activité intéressante à développer. Et puis ils sont jamais repartis, en fait. D'accord. Tu leur as proposé un cadre de travail, enfin des murs, et puis voilà. Ils ont loué un local commercial. Et en fait, au début, ils étaient à Soissons, parce que c'est des Soissonnais. Et ils avaient leur truc dans leur ZAC. Mais tu connais bien les ZAC. C'est pas franchement un modèle très attractif pour un artisan aujourd'hui. C'est cher, t'es toute seule dans ton truc. Dès que t'as un problème de facture d'électricité, tout de suite, t'es seule. Nous, aujourd'hui, c'est un modèle un peu solidaire. Donc, Végétaux, ils préféraient quitter la ZAC pour venir à l'Ermitage. Ce qui n'est pas évident parce que ZAC de Soissons, c'était Villeneuve-Saint-Germain, je crois. Ermitage, c'est un peu isolé, l'Ermitage. Donc, ils comptaient aussi sur le collectif. Et ils ne se sont pas trompés parce que aujourd'hui, le lien est très, très fort. Et ils ont donc leur atelier, leur petit atelier de menuiserie, d'assemblage. Et leur bureau. Leur bureau d'études. Oui, parce qu'ils ont un petit bureau d'études. C'est quand même assez technique ce qu'ils font. Donc, ils sont 2 collaborateurs, 2 fondateurs de la société, 2 associés. Et maintenant, ils ont 3 collaborateurs. Et ils sont. Alors, on les voit pas tous les jours. Ils peuvent être en chantier, mais ça fait partie des fondateurs pour nous de l'Ermitage. Là, on est plutôt sur une serre de 20 mètres carrés. Donc là, on n'est pas du tout encore sur un système professionnel. Il n'y a pas de quoi en vivre. Là, ce serait plutôt à une échelle pour être autonome en truite, par exemple, et avoir une bonne base de légumes frais, quoi. D'accord. L'idée, c'est un peu de pouvoir avoir une serre qui est à la fois jolie, où on respecte quand même les bonnes pratiques de l'aquaponie, que ça marche bien techniquement, et d'avoir en même temps, du coup, une ressource alimentaire, quoi. Et donc, le système, il est toujours pareil. Il y a un bassin avec les poissons. La filtration, elle est là. C'est ça. Avec tout le système de pompe. Ouais, exactement. Et puis ensuite, il y a une irrigation là sur les plantes, juste ici. Donc en fait, c'est ça, c'est l'eau qui vient du bassin des poissons. Donc là, c'est chargé, on a filtré. Il y a plus de déjection solide. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, là, il y a des nutriments accessibles directement pour les plantes. L'eau traverse. Les plantes, elles prennent autant d'eau qu'elles veulent. Il y a de l'oxygène, elles captent les nutriments. Du coup, elles poussent. Et une fois que du coup l'eau traverse tous les bacs là en U, là ça fait le tour. Là, ça fait tout le tour. Et là, ça retombe ici dans le bassin en fontaine dans le bassin. Dans le bassin des poissons. C'est ça. Et là, on a les granulés pour les poissons. C'est ça. C'est un plaisir de nourrir les poissons en général, mais si on veut pas tous les matins, tous les soirs, ou tous les dimanches ou en week-end se le coltiner, on peut aussi l'automatiser. Donc là, c'est un navet. Un navet, ouais. Donc même les légumes racines, c'est faisable dans ce système-là. Donc on peut vraiment un peu tout faire pousser. Là, on a un citron caviar derrière. Là, on a de la citronnelle.
On a déjà fait ici de l'hibiscus, du gingembre, enfin du safran, on a déjà fait, bon, on peut s'amuser quoi. Donc c'est assez large. Et puis tu peux aller jusqu'à faire des tomates ou des courges ou... Ouais, exactement. On peut à peu près tout faire, à part les carottes longues, enfin les légumes racines longs. Oui. Sinon, franchement, on peut à peu près tout faire, du bonsaï au baobab, j'ai envie de te Ou dire. des fleurs ou... De l'ornemental, oui, ouais, clairement. Bon, merci beaucoup, Raphaël. Ouais, de rien. Bon, Jean, entre nous, là, on a eu le côté idéal, le côté féerique du tiers-lieu. Et qu'est-ce que c'est en fait? Hein, parce qu'il y a quand même des pièges, il y a quand même des loups, là. Il y a un truc qui peut être contre-intuitif, mais qui est à prendre en considération, c'est le facteur humain. Le Ouais. fameux putain de facteur humain. Le facteur humain, c'est-à-dire que les gens, ils ont leur projet. Ouais. Et on dit que souvent, un commerçant est une personne de détail, Ouais. dans son truc, dans son tunnel. Donc en fait, pour faire collectif, il faut être dès le départ avoir bien posé les valeurs, Ouais. avoir un cadre et le rappeler régulièrement. Parce que c'est pas quelque chose de naturel. Ouais, oui. On est plutôt tendance à s'enfermer dans ces trucs, à avoir ces problèmes qui te submergent. Et donc pour avoir un lieu qui tient, Ouais. il faut vraiment construire avec les gens des dialogues réguliers. Et au-delà de l'opération immobilière, Ouais. il faut dépasser cette opération immobilière et puis collaborer, coopérer et voilà. Et notamment, ne pas avoir peur dans nos sociétés qui ont tendance à tout aseptiser, à tout diluer, à ne pas avoir peur des discussions. Ouais. La démocratie, c'est le débat. Et vraiment de ne pas avoir peur parfois des conflits. Les gens ont tendance à éluder les conflits en disant non, coopération, blablabla. Les conflits font partie de la vie. Donc il faut savoir les gérer. Et donc il faut du temps qui est affecté à ces moments d'alignement. Dans le cadre, voilà, où il y a des entrepreneurs qui me rejoignent, moi, je serai premier installé dans l'endroit, je vais les sélectionner quelque part. Oui, Je vais les non, mais c'est choisir. pas quelque part. Tu construis avec eux, tu accueilles. Donc il y a aussi le respect. Moi, c'est peut-être un peu, ça peut paraître un peu tradi. Mais moi, je crois qu'il faut respecter les fondateurs. Ouais. Les fondateurs, ils ont une vision au départ. Et cette vision, ils la portent. Et donc, quand les gens ont envie de foutre par terre la fondation, là, il y a warning absolu. Donc ça, en tant que fondateur, faut rappeler régulièrement qu'on avait eu un projet, on a une vision, on a un cap, comme disent les navigateurs, et que parfois, on peut changer de voile, on peut faire un virement de bord, mais le cap, il est important. Et le cap, c'est le fondateur qui le porte. Oui, d'accord. Et selon toi, est-ce qu'il faut une sorte de grand gourou Non, ouais, c'est vachement bien d'aller vers le gourou parce que pas que ce soit mal compris, c'est pas gourouiser. C'est qu'est-ce qu'on a utilisé comme support, nous, du faire ensemble, le projet de société coopérative. Parce que ça, c'est juridique, une société coopérative d'intérêt collectif, et c'est pas mal foutu. En France, on a une longue expérience des associations, des coopératives, et si on a mis des cadres que des fondateurs peuvent proposer à d'autres, c'est parce qu'il y a besoin de cadres. Donc c'est une fondation, une vision, mais aussi un cadre commun, un commun qui permet de solidifier ça. Et donc là, la structure est importante. De toute façon, il faut une sorte de directoire, il faut une gouvernance qui permet de gérer les problèmes, Ouais, c'est ça, la société coopérative, elle est dotée de statuts, et il y a donc des moyens de discuter, il y a des moments de discussion, et ça se fait progressivement, une société coopérative. Nous, on n'a pas fondé la société coopérative tout de suite. On a utilisé des temps progressifs, on mûrit progressivement. Et l'idée, moi, de créer la SCI pour les murs, et ensuite une SCIC, pour les intervenants, pour l'exploitation, voilà, c'est là-dessus qu'il faut que je parte. Les gens, quand ils arrivent, s'ils veulent rentrer dans la SIC, il faut que la SIC soit, entre guillemets, déjà un peu solide sur ses bases, parce que c'est même comme l'architecture. Il faut que les bases soient solides. Donc nous, on n'a pas créé la SIC immédiatement. Ça, c'est le processus de l'Ermitage qui a été progressif. Et toi, tu as une SCI, nous, on a une SCI ici, qui a racheté le lieu, et la SCI, progressivement, avec la SIC qui est en train de se créer, elle construit un modèle cohérent. Les statuts d'une SIC, c'est comme les associations d'un certain point de vue. Les associations d'intérêt général, les associations en général en France, sont bâties sur la liberté statutaire. Donc tu écris tes règles,
Et tu as un cadre général réglementaire français Ouais. qui dit comment ça doit être globalement pensé, Mhm. mais après ça s'adapte à Ouais, chacune d'accord. des aventures. Ouais, oui. Donc c'est les gens qui se dotent de leur propre organe de gouvernance. Oui, d'accord, oui. On rédige les statuts qu'on souhaite et puis. Et on les fait évoluer aussi. Oui, oui. On les fait D'accord. évoluer. Tout ça est évolutif. C'est pas figé. C'est pas D'accord. figé. Ok, bon, ben, j'ai plus qu'à travailler à mon projet comme il faut. Tu m'y aideras, j'espère. Avec plaisir. Parce que j'adore voir que tu mets en place un tiers-lieu dans Haute-Loire. Ouais. Je vous promets, on se verra sur l'inauguration. On va retourner au bistrot parce qu'il y a encore la soirée qui va se passer, ça va être chouette. Et puis donc, à bientôt. À toutes. Allez, à ciao, bonsoir. Ciao. Ici, il fait un temps de chien. Ouais, c'est l'hiver là. À chaque fois que je viens chez toi, il pleut. Non, mais t'es venu aussi, il faisait beau quand t'étais venu à la À la CCC, tu te Ouais. rappelles pas qu'il y a eu quelques orages? À peine. À peine. À peine. À Pour peine. la Picardie, c'était quand même un bon bilan. Ah.